Il y a quelques années, moi et ma petite amie, maintenant devenue ma femme, vendions quelques-unes de nos vieilles affaires. Après avoir déménagé dans un autre appartement, l'un de ces objets était notre vieille télé. Nous avions mis une annonce sur eBay et une autre sur ce truc de marketplace Facebook qui était un peu nouveau à l'époque. Nous avons décidé d'attendre et de voir quel genre d'offre nous allions recevoir. Ma femme était presque sûre d'avoir trouvé un acheteur assez décent qui viendrait chercher lui-même la télé à l'appartement, ce qui était plutôt pratique. Mais j'ai reçu un message de quelqu'un qui, même s'il ne pouvait pas payer le prix demandé, nous a fait une offre que nous ne pouvions pas refuser. Il s'agissait d'un homme âgé qui semblait vivre seul avec son chien et dont la télévision s'était récemment cassée et il ne pouvait pas se permettre d'en acheter une nouvelle. Il a dit qu'il pourrait payer environ 70% du prix qu'on voulait et qu'il nous rembourserait le reste en service de plomberie si jamais nous en avions besoin. J'ai fini par avoir une longue discussion touchante avec ce type. Il me rappelait un vieil oncle à moi et je l'ai tout de suite apprécié. Il venait de passer par des moments difficiles et ce n'était pas de sa faute. Si quelqu'un méritait un peu de gentillesse, c'était bien lui. Après une brève discussion avec ma femme, nous avons décidé d'aller déposer la télé directement chez lui gratuitement. Cependant, nous savions aussi qu'il n'y avait aucune chance que ce type accepte notre charité d'emblée, ou du moins très peu de chances que cela arrive de toute façon, vu comme il était gentil. Après avoir insisté, il a accepté. Par contre, il nous a poliment demandé d'attendre 3 semaines avant de la déposer chez lui, puisqu'il lui avait fallu un peu de temps pour réunir tout l'argent, mais en soi, cela ne nous posait pas de problème, nous étions contents de lui rendre service. On a pris note de son adresse et de tout le reste, et on s'est promis de se tenir au courant d'ici quelques semaines. Les jours passent et ma compagne et moi décidons de lui ramener la télévision chez lui un samedi matin. Avant de partir, nous appelons l'homme pour le prévenir que nous arrivons, mais il ne répond pas. Nous essayons 1, 2, 3 fois, mais il ne répond toujours pas. Cela peut sembler égoïste, mais la télévision était emballée et elle prenait de la place chez nous. Alors même s'il ne nous donnait aucun retour, nous avons décidé d'y aller quand même et de laisser peut-être la télévision à un de ses voisins. D'un côté, ça nous arrangeait aussi. Il m'a paru si gentil qu'avec ma femme, nous voulions lui offrir la télé. Nous n'aurions pas à passer par toute la gêne potentielle de refuser de prendre l'argent. Quoi qu'il en soit, nous nous rendons à l'adresse de cet homme en gardant la télévision dans la voiture. Moi, je sors, je monte l'allée et je frappe à la porte. Personne ne répond. À ce moment, je me penche en arrière et je regarde par la fenêtre de sa chambre. Vous savez, pour vérifier s'il y a des lumières allumées ou autre chose. Puis en regardant, je vois toutes ces petites taches noires sur les stores et sur le rebord de la fenêtre. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ? En pensant que ça pourrait être des morceaux de saleté ou quelque chose comme ça. Puis l'un des petits morceaux se met à bouger, de cette façon très rapide et fulgurante que font les insectes. Et c'est là que j'ai réalisé. Toutes ces taches étaient en fait des mouches, de très grosses mouches qui étaient regroupées sur la fenêtre. What the fuck ? Mais c'est quoi ça ? C'est la première réaction qui m'est venue. Je n'ai pas compris tout de suite puisqu'elles étaient regroupées et formées comme des taches. Ce n'est pas comme voir une mouche toute seule. Là, elles étaient si nombreuses que mon cerveau n'arrivait pas à calculer ce que mes yeux voyaient. J'ai alors tout de suite compris ce qui n'allait pas et j'ai eu un horrible sentiment qui m'a envahi. Il y en avait tellement que j'ai pensé que quelque chose devait être mort dans cet appartement. Et dans ce cas-là, quelqu'un était mort de façon horrible. Et en effet, c'était le vieil homme avec lequel nous nous étions attachés tout au long de la saga du débarras de notre vieille télé. Toute l'affaire a été horrible. C'est nous qui avons appelé la police et aussi les pompiers qui ont défoncé la porte de son appartement. Une fois la porte ouverte, une forte odeur a commencé à se répandre dans la rue. C'était la chose la plus horrible que j'ai jamais vécue. Je sais que ce type n'était pas exactement mon meilleur ami, mais j'ai l'impression que même si nous n'avons échangé que quelques messages, nous avions appris à le connaître. C'était un bon vivant, indépendant. Je suis presque sûre aussi qu'il était vétéran. Ces grosses mouches charognardes qui étaient si grosses et engorgées, je n'ai même pas tout de suite reconnu que c'était des mouches, tellement elles étaient énormes.
Elle s'était reproduite et nourrie de la chair pourrie du même gars avec qui j'avais eu un coup de cœur quelques semaines auparavant. C'est juste effrayant pour moi d'imaginer comment est la mort. Ouais, la perspective de ce qui nous arrive quand on meurt est assez intimidante, mais c'est comment la mort soudaine et apparemment aléatoire peut être avec tous ces petits détails sinistres. Par exemple, je n'ai pas pu me débarrasser de l'image de ces mouches sur la fenêtre, comme si elles étaient son fantôme ou je ne sais quoi. Peut-être qu'on laisse un petit quelque chose de nous-mêmes derrière nous quand on meurt. Mais moi j'ai cette image des mouches, qui était une chose très, très laide. Ok, donc en 2016, la Xbox One S est sortie, qui était essentiellement juste une Xbox qui était capable de 4K. Maintenant, il ne faut pas confondre avec les séries Xbox X et S qui sont juste sorties l'année dernière. C'était il y a 2 ans, quand le marché Facebook venait tout juste de démarrer. J'ai acheté l'une des nouvelles éditions de la console et je voulais me débarrasser de ma console obsolète. La place de marché Facebook semblait être un endroit le plus facile pour le faire puisque je n'avais pas de compte eBay à l'époque. Pour faire court, c'est ainsi que je me suis ouvert à l'une des expériences les plus effrayantes de toute ma vie. J'ai donc posté une annonce pour ma Xbox One Vanille fixée à un prix raisonnable d'environ $100. Puis je me suis assis et j'ai attendu que les demandes de renseignements arrivent. Comme vous pouvez l'imaginer, Internet n'a pas manqué de faire surgir tous les cinglés anonymes qui m'ont dit que $30 serait un prix plus que raisonnable et que je pouvais déposer la console chez eux qui, dans un cas précis, se trouvait dans l'état voisin. En fait, personne ne s'était sérieusement renseigné à ce que j'ai compris. C'était une console vieille de 4 ans. À ce stade, j'aurais eu de la chance si j'avais réussi à la vendre. C'est pourquoi, lorsque j'ai reçu un message de la mère d'un enfant disant que celui-ci était très malade et que je pouvais peut-être lui accorder une remise, je me suis dit, bien sûr, pourquoi pas. Le premier message de la mère de l'enfant était incroyablement long et constituait essentiellement une histoire larmoyante sur le fait que leur enfant de 10 ans était atteint d'une maladie rare à laquelle il n'avait que peu de chances de survivre. J'ai oublié le nom de la maladie, mais j'ai copié le mot dans Google et c'était en fait une maladie légitime qui a des symptômes assez sinistres. Je n'aurais probablement pas dû appeler ça une histoire triste, mais c'est exactement ce que j'ai pensé au début. Mais quand j'ai échangé des messages avec la dame, j'ai réalisé que ce n'était qu'une broutille pour moi. Je pouvais en fait rendre la vie de toute sa famille beaucoup plus heureuse. Je suis passée de l'indifférence bizarre à l'investissement sérieux que pour cet enfant est un Noël qu'il n'oublierait jamais. Après quelques jours de discussion avec cette dame, j'ai décidé de lui donner gratuitement ce cadeau. Je n'avais pas vraiment besoin d'argent et en plus je pouvais m'asseoir sur tout le bon karma que j'avais gagné. C'était un peu embarrassant d'admettre à quel point j'étais au fond du trou du lapin avec tout ça. J'ai même acheté du papier bulle et des emballages carton haut de gamme conçus pour l'expédition d'appareils électriques. Je voulais être le Père Noël des enfants cette année-là. Et c'est fou de l'admettre, mais mon petit plan charitable m'a vraiment fait me sentir bien dans ma peau. Et je suppose que c'est pourquoi, quand il a commencé à s'effilocher, je ne voulais pas y croire. Quand le moment est venu pour moi d'obtenir l'adresse postale de cette dame, il y avait quelques incohérences qui ont attiré mon attention, mais qui n'ont pas encore éveillé mes soupçons tout de suite. Par exemple, au début, elle m'a donné une adresse, puis elle m'en a donné une autre. Lorsque je lui ai demandé de confirmer, je l'ai effectivement confrontée à ce sujet, mais elle m'a dit qu'elle vivait dans un complexe d'appartements où les gens volaient des colis. De toute évidence, aucun de nous ne voulait risquer que la Xbox soit volée, alors elle m'a donné l'adresse d'un de ses amis qui pouvait la livrer en toute sécurité. Une excuse tout à fait crédible, non? C'était une mère célibataire vivant dans un quartier difficile, et je lui donnais un coup de main. J'aurais peut-être dû voir les drapeaux rouges tout de suite, mais je me sentais trop sain et suffisant pour le remarquer. Ce qui m'a fait trébucher, c'est que la dame avait mentionné que ses enfants commençaient une sorte de traitement médical pour leur maladie. Elle a mentionné une date particulière pour le début du traitement, et il s'est avéré que c'était le jour même où j'étais sur le point de poster le paquet. J'ai la console tout emballée avec les manettes, le câblage et quelques jeux qui conviendront à l'âge de l'enfant, me suis-je dit. Je me suis dit que ça aurait dû être un moment stressant pour elle. Le fait de voir son enfant se faire examiner par toutes sortes de professionnels de la santé devait probablement lui peser. Envoyer un courrier au consul ce jour-là pourrait lui remonter le moral. J'ai essayé de garder la surprise, mais je n'ai jamais été très douée pour me faire. Et puis j'avais envie de me réjouir un peu de ma propre générosité. J'ai donc envoyé à la mère célibataire un message sur Facebook. « Bonjour, je poste le paquet aujourd'hui. Je voulais juste m'assurer que j'avais la bonne adresse. » Elle me répond alors « Oh mon Dieu, tu viens d'illuminer ma journée. Tu es vraiment un amour. » Je lui réponds « Pas de problème, j'espère qu'il te parviendra sans problème. » Le timing est incroyable, car Franklin commence sa thérapie le mois prochain. Le mois suivant, je reviens sur la conversation pour retrouver le message où elle disait que c'était le 25 du mois. Le même jour, nous avons échangé des textos, évidemment. Je suis assez confus et je n'ai toujours pas de soupçon majeur. Alors je lui ai dit « Oh, je pensais qu'il commençait sa thérapie aujourd'hui ?»
elle m'explique « Non, c'est le mois prochain », comme si elle ne m'avait pas du tout parlé du 25. C'est seulement quand je l'ai confrontée à ce sujet-là qu'elle m'a dit « Ah oui, nous avons dû déplacer certaines dates. C'est ma faute si je ne te l'ai pas dit. » Mais mes sens d'araignée sont en train de picoter à ce moment-là. Je décide donc de lui demander s'il y a quelque chose qu'elle ne me dit pas. Elle répond évidemment non, mais je décide que ce serait mieux de lui en parler au téléphone, alors j'insiste pour l'appeler. Elle répond, donc je sais que c'est une vraie personne, et elle avait l'air plutôt occupée et impatiente, donc je me suis dit que je venais de lui faire passer un mauvais moment. Tout se serait passé sans problème si elle n'avait pas fait une erreur fatale. Sur le point de raccrocher après s'être excusée d'avoir pris son temps, elle dit que Freddy sera si heureux avec la Xbox. Freddy? Ça fait 1 semaine qu'elle appelle son fils Franklin, et soudain c'est Freddy. Je ne suis même pas sûre qu'elle ait pu blâmer la correction automatique. C'était un putain d'appel téléphonique. J'ai rappelé et je l'ai tout simplement appelé pour son bluff. Je ne le savais pas à 100% à ce moment-là, mais j'ai agi comme si je le savais. Je lui ai simplement dit que je savais que c'était une arnaqueuse et que j'allais la dénoncer à la police. Il y a eu une légère résistance au début, quelques faiblesses de dénégation par-ci par-là, mais je pouvais entendre le mince voile de son intégrité commencer à glisser à chaque accusation. Et finalement, elle a craqué. Quand elle a fait, c'était si vicieux que ça m'a fait presque taire pendant 1 minute. C'était une transformation complète de Jekyll et Hyde, de ce gentil personnage de mère célibataire qu'elle avait manifestement inventé à la fraude, sans âme qu'elle était vraiment. Même si je venais de la démasquer, elle m'a traité de crédule pour l'avoir cru au départ, m'a traité de triste et de pathétique, et de cœur sensible pour avoir voulu donner mes affaires à un enfant qui ne vivrait probablement pas pour en profiter. Dans cette tirade sauvage, elle m'a dit que les gens comme moi seraient toujours des idiots sans valeur et pathétiques qui ne sont rien. Mais j'ai simplement essayé de rester calme, et je lui ai dit que je la dénoncerais à Facebook et que j'enverrais une capture d'écran de son profil et de ses photos d'affichage à la police. Tout cela avant de faire circuler son profil dans certains des groupes Facebook les plus peuplés dont j'étais membre, pour les avertir d'arnaques potentielles. Mais bien sûr, ce n'était pas un vrai profil. Bien sûr, il y en avait 20 autres. Du moins, c'est ce qu'elle a dit. Mais mon profil à moi était réel. Tout ce que je lui ai dit sur moi était vrai. La psychopathe savait à quoi je ressemblais. Elle savait où j'habitais et savait toutes sortes de choses sur moi. Et je ne savais absolument rien d'elle, si ce n'est qu'elle était prête à s'abaisser encore plus pour obtenir ce qu'elle voulait. Et qu'en plus elle n'hésiterait pas à proférer des menaces de violence affreusement graphiques contre moi et ma famille. Et aussi stupide que cela puisse paraître, c'était à l'époque où ma sœur et mon cousin figuraient dans mon profil en tant que membres de ma famille proche. Et c'est ce qui m'a le plus frappé, le fait d'avoir été assez stupide pour servir sur un plateau d'argent des liens familiaux assez intimes. L'arnaqueuse m'a dit que j'étais vraiment stupide si je pensais que les flics pourraient faire quoi que ce soit contre elle, et que si elle avait des nouvelles de la police, elle enverrait son petit ami après ma famille. Je ne sais pas si cette menace était réelle, mais le simple fait qu'elle ait accès à leur profil me rendait anxieuse et incroyablement coupable. S'il finissait par être blessé à cause de quelque chose que j'ai fait ou n'ai pas fait, je ne pense pas que j'aurais été capable de vivre avec moi-même. Évidemment, tout cela a pris fin lorsque j'ai bloqué l'escroc et que j'ai contacté mes cousins et ma sœur en leur disant de rendre leur profil privé. J'ai été honnête avec eux. Je leur ai dit que j'avais été victime d'une escroquerie et que j'avais peur que leurs informations personnelles soient compromises. Après tout, l'escroc venait d'usurper l'identité de quelqu'un d'autre au niveau des photos de son profil, voire de son nom. Et l'idée qu'il puisse utiliser une de nos photos pour créer un nouveau profil d'escroc me donnait la chair de poule. Cette affaire est de loin la pire expérience que j'ai jamais eue en ligne. Et non seulement je fais maintenant très attention lorsqu'il s'agit d'interagir avec des inconnus sur Internet, mais je vous conseille sérieusement à tous de faire de même. Il y a quelque temps, j'ai vu une annonce sur le marketplace de Facebook où une femme prétendait donner des gerbilles gratuites. Apparemment, son mâle et sa femelle avaient donné naissance à une grosse portée, et comme il y en avait beaucoup trop pour elle cherchait des personnes à qui les donner. Il faut savoir que chez cet animal, la mère mange les bébés si elle pense ne pas pouvoir s'en occuper. Comme je le savais bien, j'ai pris contact avec la dame pour sauver les bébés. La femme s'est avérée être une veuve qui avait initialement acheté les gerbilles pour lui tenir compagnie. Je me suis dit qu'il était assez inhabituel qu'elle ne se soit pas acheté un chat ou un chien si elle se sentait seule, mais bon, chacun son truc, n'est-ce pas? Je ne suis pas du genre à juger. En plus, elle avait l'air vraiment gentille quand je l'ai eue au téléphone pour convenir d'un rendez-vous. J'ai préparé une cage avec de la paille pour ramener les gerbilles à la maison et mon père et moi sommes allés chez elle. Arrivés devant sa porte, on a eu un mauvais pressentiment. D'abord, elle n'a pas répondu tout de suite quand nous avons toqué. Puis lorsqu'elle a finalement ouvert la porte, nous avons découvert une vieille dame dans un état lamentable.
Un de ses yeux était gonflé et plein de sang, et elle avait une espèce de substance jaune très dégoûtante qui s'accumulait dans le coin de son œil. Mon père et moi sommes restés polis et on a fait comme si de rien n'était. On ne voulait pas la contrarier ou l'offenser, elle était sûrement très malade et elle le savait. Mais lorsqu'elle nous a invités à entrer, nous avons compris comment elle était tombée malade. Sa petite maison empestait. C'était comme la pire odeur que j'avais jamais sentie. Il y avait des gerbilles de partout, mais je dis bien partout. Et tout comme leur propriétaire, elle n'était pas en bonne santé. Rien qu'avec les gerbilles qui se baladaient dans la cuisine, je pouvais voir que beaucoup d'entre elles n'avaient plus de fourrure par endroits. Certaines avaient des excroissances qui devaient sûrement être douloureuses autour de leurs pattes ou de leur dos. Puis lorsqu'elle nous a invités dans son salon pour prendre une tasse de thé, nous avons constaté que c'était encore pire à l'intérieur. Mon père et moi, on s'est regardés et on s'est tout de suite compris sans rien dire. On a dû inventer une excuse pour ne pas rester longtemps. J'avais l'impression que j'étais en train de tomber malade. C'était infect. Il y avait des excréments de partout, dans chaque petit coin et sous les plinthes. Il n'était absolument pas étonnant qu'elle soit tombée malade, cette dame. Puis là, derrière un rideau, j'ai aperçu un vrai petit squelette de rongeur. Je suis directement passée en mode improvisation pour nous sortir de là, mon père et moi. Je lui ai demandé de me rappeler ce que nous devions acheter au magasin après. Il a tout de suite compris et est rentré dans mon jeu. Il a dit « Ah mais oui, nous ne pouvons pas ramener les gerbilles à la maison sans cet objet. Ah désolé, on ne pourra pas prendre les gerbilles maintenant, on va devoir repasser dans quelques jours. » On est vite sortis et je me souviens qu'on était tous les deux assis dans la voiture sous le choc de ce que nous venions de voir. Elle n'avait manifestement personne qui venait la voir et quiconque pensait que c'était normal de garder une maison comme cela devait vraiment perdre la tête. Je n'ai pas l'habitude de mentir et de faire ce que j'ai fait. Je me suis sentie mal d'avoir fait ça. Alors j'ai appelé la SPA pour qu'au moins les animaux soient sauvés. On m'a dit au téléphone qu'ils allaient enquêter et qu'ils me tiendraient au courant de ce qu'ils allaient faire. Et finalement, ils nous ont recontactés en nous remerciant de les avoir prévenus. Non seulement la dame au gerbier était désormais en contact avec une organisation caritative locale qui l'aiderait, mais sa maison était considérablement plus propre et plus sûre après qu'ils aient éliminé près de 100 gerbilles de son logement. Ils ont dit que la situation était si catastrophique que la seule chose qui empêchait l'infestation de se propager étaient les chats du voisinage. Je me souviens avoir vu traîner un tas d'animaux devant chez elle. Je pensais que c'était juste parce qu'elle était l'amie des animaux du quartier et qu'elle leur donnait régulièrement à manger. Elle pensait faire une bonne action, mais au final, ça faisait plus de mal qu'autre chose. Le plus effrayant dans tout ça, c'est qu'en se tenant devant chez elle, on n'aurait jamais imaginé le spectacle d'horreur qui nous attendait à l'intérieur. Et tout cela me rappelle que nous ne savons pas vraiment ce qui se passe derrière les portes fermées, même celles qui nous sont les plus proches. Derrière cette façade de normalité, nous n'avons aucune idée de ce que font nos amis et nos voisins. Mon père était guitariste. C'était la seule compétence qu'il avait, mais je suppose que ça lui convenait parce que la musique c'était toute sa vie. Il gagnait sa vie en jouant dans divers groupes, dans tout Kalamazoo. Et à ce jour, je n'ai jamais vu un homme jouer du bluegrass comme mon père. Excusez mon langage, mais mon père a grandi dans le Kentucky. Et il a apporté tout le sud avec lui quand ma mère et lui ont emménagé ici. J'étais dans le métal et tout ça. Enfant, il allait à Détroit pour voir les concerts de Cannibal Corpse, mais c'est mon père qui m'a donné l'amour du bluegrass. Comme vous pouvez l'imaginer, être musicien toute sa vie signifie que mon père a travaillé des périodes assez difficiles financièrement. Et à un moment donné, il a semblé que nous pourrions perdre la maison. Nous économisions chaque centime. Ma mère faisait 2 quarts de travail et mon père a même trouvé un emploi à temps partiel comme barman. Mais ce n'était pas suffisant. La guitare préférée de mon père était une vieille Martin qui semblait aussi vieille que les collines. Comme les steaks et le whisky, les guitares acoustiques sont toujours meilleures quand on les vieillit. Pour ainsi dire, une sorte de caractère ou d'âme s'installe dans le corps, quelque chose qui donne au son une richesse. C'est difficile à décrire, mais la Martin de mon père l'avait à revendre. Je n'ai jamais entendu une guitare produire un son aussi doux que cette vieille Martin. Et il l'adorait. Mais le truc, c'est que rien d'autre n'atteignait un aussi bon prix que cette guitare. Et même si ça lui brisait le cœur de le faire, c'était soit vendre la guitare, soit mettre sa famille en danger. Alors mon père étant mon père, il a vendu la Martin Casino pour 5 000 $. Après ça, les choses ont commencé à s'améliorer. On a réussi à garder la maison.
Papa a recommencé à faire des concerts. Maman a eu une promotion au travail. Ça a pris 2 ans avant qu'on soit de nouveau sur pied, mais on a réussi. C'est à cette époque que papa a commencé à avoir des maux de tête, qu'on a mis sur le compte du stress. Il se démenait pour essayer de mettre la nourriture sur la table. Il n'était donc pas étonnant qu'il commence à en ressentir les effets. Puis les maux de tête ont tellement empiré qu'il a finalement accepté d'aller voir un médecin. Puis au moment où nous en avions le moins besoin, au moment où les choses s'amélioraient pour la famille, boum, on lui a diagnostiqué une tumeur au cerveau. Une tumeur agressive en plus. Le médecin lui a donné 2 mois pour mettre ses affaires en ordre, et après sa mort, il m'a beaucoup manqué. Tellement que j'ai commencé à harceler ma mère pour savoir à qui il avait vendu sa vieille Martine. J'avais l'impression que récupérer la guitare me ramènerait un peu de mon père, mais à ma grande déception, ma mère n'avait aucune idée de l'identité de celui à qui il l'avait vendue. Ça faisait des années, et ce n'était pas comme si papa gardait beaucoup de traces. C'était nul, mais finalement je me suis résignée à ne plus jamais le revoir. Et je suppose que cela faisait partie du processus de deuil pour moi. Des années plus tard, je vis à Détroit et j'essaie de lancer ma propre carrière musicale. Moi et quelques amis sommes sortis boire un verre, en trébuchant depuis un dive bar, quand nous avons rencontré cette femme qui prétendait être une voyante. Quand j'ai entendu ça, j'ai pensé qu'il s'agissait d'une vieille serveuse de bar, qu'il avait trouvé un moyen original de se faire payer un verre ou deux, en vous chatouillant la paume de la main et en vous disant que vous alliez devenir riche. Mais cette dame n'était pas une arnaqueuse. Elle semblait croire sincèrement qu'elle pouvait lire en nous. Comme elle l'a dit, elle a commencé à dire à mon ami qu'il allait faire du mal à beaucoup de gens, puis qu'il ne pourrait jamais le pardonner. Nous avons juste fait une sorte de blague de tout ça. Ce gars était une mauviette, la dernière personne à être violente ou autre. Puis, pour que la blague continue, je lui ai demandé de me lire à sa place. Elle me regarde de haut en bas, semble étudier attentivement la naissance de mes cheveux pendant un moment et dit « Ce que vous cherchez est dans votre poche. » Les seules choses que j'avais sur moi étaient mes clés, mon téléphone et un paquet de cigarettes. C'est tout. Et la seule chose que je cherchais à leur sujet, c'était un briquet. Et je n'en avais certainement pas dans ma poche. Le lendemain matin, j'avais une gueule de bois si terrible qu'elle aurait pu tuer un petit enfant. Je suis restée allongée dans mon lit pendant 1 heure, à faire défiler les réseaux sociaux sur mon téléphone et à regarder les photos de la veille en essayant de ne pas vomir. Puis, alors que je faisais défiler, j'ai vu le petit onglet pour Facebook Marketplace et j'ai pensé « Ah, je vais vérifier ». Puis lorsque je commence à parcourir les instruments de musique à vendre, il ne me faut qu'1 minute avant de tomber sur quelque chose qui me fait presque sortir du lit. Un type vendait une guitare. C'était exactement la même marque et le même modèle que la vieille préférée de mon père. Je suis allongée là, regardant toutes les photos, remarquant toutes les petites bosses et les détails qui crient « Je suis la guitare de ton père ». Et puis je vois l'étui. Je le jure devant Dieu, ma tête a commencé à tourner. Quoi qu'il en soit, le type la vendait bien plus cher que ce que je pouvais me permettre. Mais il n'a pas fallu beaucoup de temps pour le convaincre d'arranger une sorte de plan de paiement avec lui, étant donné qu'elle avait une valeur sentimentale énorme. En le récupérant, c'était comme si le fantôme de papa flottait dans la pièce où on le jouait. Et ma mère a fondu en larmes la première fois que je lui ai joué un de ses vieux airs sur sa vieille Martine. Mais en quoi tout cela est-il effrayant, je vous entends probablement demander. Toute cette histoire de voyante n'est qu'une pure coïncidence. Et d'ailleurs, elle n'avait pas de raison de toute façon, puisque votre ami ne s'est pas avéré être un tueur en série, non ? Eh bien, oui et non. Mais c'est cette partie qui fait que les prédictions de cette vieille folle semblent si horriblement prophétiques. Au moment même où je retrouve ma guitare, mon compagnon de beuverie a eu un petit accident au travail. Rien de grave, mais il a eu besoin qu'on lui prescrive des analgésiques pour qu'il puisse retourner au travail, avant que sa compensation ne soit épuisée. Il n'a jamais été tout à fait le même après l'accident, mais nous avons pensé que c'était dû à la douleur, et au fait d'être sans travail pendant si longtemps. Au cours des 6 ou 7 mois qui ont suivi, il a commencé à perdre du poids, à prendre des jours de congé au hasard, à disparaître le week-end. De l'argent a commencé à disparaître de son compte bancaire et de celui de sa femme. Puis, les bijoux et l'électronique ont commencé à disparaître aussi. Nous aurions dû savoir ce qu'il se passait, mais en même temps je n'aurais jamais imaginé que ce type avait ce genre de personnalité, et il a fallu que sa femme l'attrape pour que nous réalisions qu'il était accro aux opiacés. Au cours des années suivantes, mon pote a réalisé la prophétie de la folle en faisant du tort et en repoussant presque toutes les personnes importantes de sa vie. Je l'ai laissé rester sur mon canapé pendant quelques jours après que sa femme l'ait finalement mise à la porte pour avoir vidé leur compte épargne. Mais après qu'il m'ait aussi volé, j'ai dû lui montrer la porte comme tout le monde. La dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles, il vivait avec sa nouvelle copine junkie quelque part à Chicago. Quelques mois plus tard, son ex-femme m'a dit qu'il y avait un mandat d'arrêt contre lui. Le flic dit que sa copine avait fait une overdose et qu'il l'avait jetée devant l'hôpital. Elle était morte juste là, sur le trottoir. Quand cette folle m'a dit que ce que je cherchais était dans ma poche, elle n'aurait jamais pu savoir pour la vieille guitare Martine de mon père. Et elle n'aurait jamais pu prévoir que j'utiliserais Facebook pour la trouver. Elle s'est un peu trompée sur mes poches cette nuit-là, mais elle avait aussi un peu raison.
Pour ce qui est de ce qu'elle dit sur mon pote, elle avait tout à fait raison. Je suppose qu'elle avait tort parce que je ne le voyais pas faire exprès de blesser quelqu'un. C'était juste un mec trop gentil. Je faisais une fixation sur la violence physique délibérée pour réaliser qu'il jouait ses prédictions à la lettre. Je ne croyais pas au paranormal, je ne crois pas aux médiums ou aux fantômes. Je ne suis même pas religieux, mais cette nuit où nous avons bu, une vieille dame folle nous a prédit notre avenir, et que je veuille le croire ou non, ces prédictions se sont réalisées. L'histoire suivante est racontée à partir du point de vue d'une femme. Au dernier Thanksgiving, mon petit ami et moi avons chargé notre fille de 2 mois dans notre voiture et avons conduit de Miami à Naples pour rendre visite à ma famille. Étant de nouveaux parents, nous étions extrêmement nerveux à l'idée de faire un si long voyage avec un bébé et je me suis préparée à tous les scénarios possibles. Nous sommes partis peu après midi, mon petit ami au volant et nous avons pris l'autoroute qui était gonflée par la circulation des vacances. Après environ 1 heure de conduite, le bébé est devenu insupportable et nous nous sommes arrêtés sur une aire de repos pour le nourrir et changer ses couches. Pendant que je m'occupais d'elle, mon petit ami se tenait devant la voiture en s'étirant et a soudainement appelé mon nom. En cherchant à l'extérieur de la voiture, j'ai regardé à travers la rue dans la direction qu'il indiquait. Il y avait un clown, avec une étoile violette peinte sur son visage, et des cheveux noirs sauvages et mal entretenus, et une tenue à carreaux violets et blancs, se tenant de l'autre côté de la route, et il saluait les gens qui arrivaient et qui sortaient de l'aire de repos. J'ai gloussé et je suis retournée à ce que je faisais, en pensant que c'était juste une partie d'une sorte de promotion. Alors que nous sortions de la station, le clown nous a fait signe et j'ai répondu d'un signe de reconnaissance paresseux. Juste avant que mon petit ami ait retiré son pied du frein et s'est inséré dans le trafic, le clown m'a donné le sourire le plus sinistre que j'ai jamais vu, et il a crié « Dis donc, tu serais superbement drapé sur mes genoux !» Même à travers la vitre fermée de la voiture, je l'ai entendu clairement, et je me suis dit « Wow, quel sale type !» Pendant que nous roulions, j'ai répété ce que le clown avait dit à mon petit ami, qui n'avait pas tout à fait entendu. Et pendant un moment, il avait bien décidé d'y retourner pour le confronter, mais je lui dis que ça n'en valait pas la peine, car nous avions encore une longue route à faire. Nous sommes arrivés à Naples peu après 2h30, et à ce moment-là, j'avais déjà oublié l'incident. Et je n'en ai même pas parlé à mes parents. Nous avons passé un bon moment chez mes parents, et nous avons fini par partir vers 11h30, beaucoup plus tard que nous avions l'intention de partir. Mes parents ont essayé de nous convaincre de rester, et alors que nous avions plein d'affaires pour le bébé, nous n'avions pas pris d'affaires pour la nuit. Nous avons donc décidé de nous engager à la conduite. On s'est dit qu'il y aurait beaucoup moins de trafic et que cela prendrait moins de temps pour rentrer à la maison. Mon petit ami conduisait depuis environ 45 minutes quand il m'a demandé si ça ne me dérangeait pas de prendre le relais, car il avait du mal à garder ses yeux concentrés. Je lui ai dit de s'arrêter à la prochaine halte et que je prendrais le volant. Après quelques minutes, nous voyons un panneau pour une aire de repos que nous avons décidé de s'arrêter. Ce n'était pas la même aire de repos qu'avant. Il n'y avait pas de toilettes, de distributeur automatique, rien du tout. C'était juste un long parking avec une rangée de places de parking qui faisait une boucle vers la route. Mon petit ami a mis la voiture sur une place, le nez en premier, pour qu'elle soit face à une longue clôture en maille de chêne. Et au-delà, il n'y avait que des arbres et un marécage. Je ne pouvais pas voir quelque chose de précis dans la lueur des phares. Il a mis la voiture en stationnement et a laissé le moteur en marche et les lumières allumées, pendant qu'il s'est levé du siège conducteur. Le bébé a commencé à s'agiter dès que la voiture s'est arrêtée. Après être sorti du siège passager, j'ai ouvert la porte arrière pour voir ce qui n'allait pas. Mon petit ami a grimpé dans le siège passager et a immédiatement fermé les yeux. Alors que j'ai confirmé que le bébé allait bien et qu'il allait probablement se rendormir quand nous aurions repris la route, j'ai fermé la porte et me suis dirigée vers le siège du conducteur. C'est alors que j'ai entendu du bruit de la clôture à mailles losangées et que quelque chose que l'on traînait sur les maillons métalliques se rapprochant de plus en plus. J'ai tourné dans la direction du bruit, et pendant une fraction de seconde, j'ai seulement remarqué le contour sombre d'une silhouette de l'autre côté de la barrière, jusqu'à ce qu'ils entrent dans la lumière de nos phares. C'était exactement le même clown que celui de l'autre aire de repos, sauf que cette fois, il y avait une grande tache rouge sur sa robe violette et son costume blanc, et traînait une bouteille de bière cassée à travers la clôture. Il a appuyé son visage directement dans les interstices de la clôture, et il m'a souri, puis il a gloussé « Bonjour à nouveau !» et a commencé à faire des grimaces avec sa langue. Je ne savais plus quoi dire, c'était si incroyablement surréaliste que je ne pouvais que le fixer avec incrédulité et horreur. Ne sachant pas si je devais vraiment avoir peur ou commencer à rire de l'absurdité de la chose, mon petit ami s'est jeté hors du siège passager et a crié « Monte dans la voiture !» Quand il a ouvert la porte de la voiture, le bébé a commencé à pleurer, et on pouvait entendre le son à travers le parking silencieux. Et là, le clown a immédiatement commencé à chanter d'une manière grotesque avec une voix inégale. «
Ô bébé, sur le haut de l'arbre, quand le clown viendra, le berceau sera vide. Mes parents nous avaient donné un ensemble pour notre table de salle à manger. Mon petit ami en a lancé un directement sur le clown contre lequel le verre s'est brisé sur la clôture en maille et a pulvérisé de petits projectiles de rasoir partout. Le clown a sifflé et a immédiatement commencé à courir vers la fin de la clôture. Mon petit ami et moi avons sauté dans la voiture, on a claqué les portes et les avons verrouillées. J'ai mis la voiture sur le mode arrière et quand on a mis la voiture en marche, on a vu que le clown chargeait sur nous. Mon petit ami, lorsqu'on a traversé le parking, m'a crié de le frapper, mais j'ai fait une embardée pour l'éviter en faisant un flop hors du parking, vers l'autoroute. Pendant les minutes qui suivaient, mon cœur battait la chamade, et j'étais convaincue que d'un moment à l'autre, une voiture à toute vitesse allait arriver derrière nous et essayer de nous faire sortir de la route. Mais heureusement, ce n'est jamais arrivé. Nous étions tellement secoués et traumatisés que tout ce que nous avons pu faire pendant le reste du trajet, c'était se demander encore et encore ce qu'il venait de se passer. En fait, on ne pouvait que spéculer sur ce que le gars faisait dehors là à minuit, habillé comme un clown en plein milieu du parking, la nuit de Thanksgiving. Alors nous avons considéré qu'il était là que pour embêter les gens, mais il faudrait un peu de sacrées couilles pour faire ce genre de coup dans les Everglades, car les gens qui vivent autour ne supportent pas ce genre de bêtises. Et qu'est-ce qu'il faisait là, juste caché derrière la clôture sombre, en attendant qu'une voiture complètement aléatoire se présente pour les traumatiser? Je ne sais pas si la tache sur son costume était en fait du sang, mais il nous a fait sentir menacés suffisamment pour qu'on se sente justifié de jeter quelque chose sur lui. Et vu que sa réponse était de nous faire payer, je soupçonne que ses intentions étaient hostiles. Et puis, le fait que nous l'ayons déjà vu plus tôt ce jour-là rendait la situation encore pire, parce qu'on avait l'impression qu'il nous harcelait. Mon petit ami avait un permis de port d'armes, donc tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une bonne chose qu'il n'avait pas ce pistolet en particulier cette nuit-là. Ce Thanksgiving, nous planifions bien de rester chez nous. Je sais que lorsque la plupart des gens pensent à une femme clown, ils pensent immédiatement à la charismatique et très sexy Harley Quinn de Batman. Mais je vous promets qu'ils ne sont pas tous comme ça. En 2012, je rentrais chez moi, une nuit vers 9h. J'habite à Gilbert, en Arizona, et je marchais près d'un grand espace ouvert, un parc avec quelques terrains de foot et des terrains de basket, quand j'ai remarqué quelque chose du coin de l'œil. Les plafonniers étaient toujours allumés et illuminaient les terrains, et j'ai remarqué que quelqu'un était assis, les jambes croisées sur l'herbe. J'ai enlevé mes écouteurs et je suis descendu du trottoir pour voir de plus près ce que je pensais au début être quelqu'un de blessé. Mais en m'approchant un peu plus, j'ai remarqué que c'était une jeune femme, peut-être d'une vingtaine d'années, qui se penchait vers l'avant sur quelque chose. Il était difficile de dire son âge exact, parce que son visage était couvert de maquillage blanc et un cœur rouge sur un piqué noir peint sur ses joues. Sa lèvre supérieure était peinte en noir et sa lèvre inférieure en rouge foncé. Elle portait un sweat à capuche gris avec la capuche relevée, mais avec 2 trous de chaque côté pour adapter ses nattes blondes. Je me suis arrêtée sur mes traces et j'ai regardé autour de moi, convaincue qu'il s'agissait d'une farce de YouTube ou autre chose. Mais nous étions au milieu d'un grand espace ouvert, et à part une voiture occasionnelle passant par là, nous semblions complètement seuls. La dame portait des baskets rouges vifs, un jean déchiré et une sorte de gant griffu sur sa main droite, comme Freddy Krueger. Je n'étais qu'à une dizaine de mètres, assez proche pour dire quelque chose, mais j'ai décidé de reculer lentement et de ne pas s'engager dans ce qu'elle faisait. J'ai fait un pas en arrière et elle m'a appelé sans lever les yeux. « Où vas-tu ? Viens ici ?» Non, ça va, j'ai répondu. Et j'ai continué à m'éloigner. Pour la première fois, elle a levé les yeux et elle a lâché un trop grand sourire, mettant en valeur beaucoup plus de dents et de gencives que nécessaire. Elle a levé la main griffue et je remarquai qu'au bout de chaque doigt, il y avait une pointe acérée comme une punaise. « Tu es sûre ? Plus pour moi alors ?» Mais c'est alors qu'elle a sorti un grand couteau de cuisine de la taille d'un épi de maïs et a commencé à couper dans la chose sur le sol. J'ai jeté un coup d'œil en arrière et j'ai remarqué la chose sur laquelle elle était penchée. Ça semblait être une sorte d'oiseau mort et elle utilisait sa main griffue pour arracher les plumes. Elle a poignardé l'oiseau avec la lame et a ensuite sorti quelque chose de sa poche pour continuer sa dissection. J'ai failli tomber en arrière sur la route. Alors que je me suis dégagée de l'herbe vers le trottoir, je ne voulais pas lui tourner le dos, toujours convaincue que c'était une farce et que je regardais dans chaque direction pour trouver quelqu'un avec une caméra ou un téléphone. Mais il n'y avait personne d'autre à proximité, même de loin, et aucun endroit où il pourrait se cacher non plus. Je me suis rapidement retournée et j'ai marché sur le trottoir vers mon complexe d'appartements. En arrivant à l'intersection, j'étais obligée d'attendre le feu rouge pour que je puisse traverser en toute sécurité.
J'ai remis mes écouteurs, mais honnêtement, je n'écoutais pas la musique. J'étais si confuse et déconcertée par ce que je venais de voir, et j'ai jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule. C'est là que j'ai vu avec horreur que la dame en clown marchait sur le trottoir vers moi, semblant me regarder directement. J'ai encore arraché mes écouteurs, j'ai jeté un œil de chaque côté de la route, et même si la lumière était encore rouge et que les voitures avaient le droit de passage, j'ai traversé en courant. Quand j'ai atteint l'autre côté, j'ai tourné, et j'ai vu qu'elle s'approchait toujours de l'intersection. Elle m'a fait signe de sa main griffue, et quelques plumes sont tombées sur le sol. Elle m'a interpellée. « Je ne vais pas tuer ce soir !» Du moins, je suis presque sûre que c'est ce qu'elle a dit, car il y avait des bruits de circulation qui étouffaient sa voix. J'ai littéralement couru chez moi pour entrer dans mon appartement, et j'ai fait le tour de l'immeuble juste pour être sûre que je n'étais pas suivie. J'ai ensuite monté les escaliers, en verrouillant les 2 serrures de ma porte, et j'ai regardé par le petit trou de la porte en panique pendant un bon 5 minutes avant d'être un peu plus calmée. Je n'ai allumé aucune lumière dans l'appartement, et j'ai préféré utiliser mon téléphone pour naviguer jusqu'à ma chambre. Puis j'ai utilisé la lumière de mon ordinateur portable pour me changer et aller me coucher. Le jour suivant, quand le soleil était haut dans le ciel, j'ai vérifié 2 fois l'endroit où la dame clown avait été, où se trouvaient les restes mutilés d'un oiseau couché sur l'herbe. Quelques semaines plus tard, je l'ai revue en plein jour. Je conduisais la voiture de mon amie, et j'ai remarqué qu'elle marchait sur le trottoir en maquillage complet, avec exactement le même sweat à capuche traînant un sac poubelle derrière elle. J'ai fait demi-tour par curiosité, et je l'ai suivie sur environ 800 mètres, s'arrêtant sur le bord de la route pour la laisser marcher devant pendant un moment, et continuer lentement. Lorsqu'elle a atteint une grande parcelle ouverte de terre, je l'ai vue sortir ce qui ressemblait à un rat mort du sac poubelle. Elle l'a coupé avec un couteau à cran d'arrêt, et l'a essoré comme une éponge, du sang se répandant sur le sol, et probablement sur ses vêtements. C'est alors qu'elle s'est tournée vers moi, et avec le sang qui coulait de ses doigts, elle a levé sa main droite, et a mis son pouce entre son index et le majeur. C'est ce qu'on appelle donner la figue à quelqu'un, et c'est encore plus insultant qu'un doigt d'honneur. J'ai immédiatement fait reculer la voiture, et je suis sortie de là. Ce n'est que quand elle s'est tournée vers moi que ça m'a dérangée. Elle aurait pu facilement réaliser qu'elle était suivie. C'était le geste qu'elle m'a donné. C'était un que j'utilisais couramment avec les gens dans le trafic, et ça me fait toujours plaisir que personne ne sache exactement ce que ça signifie. En fait, je n'ai jamais vu personne d'autre l'utiliser dans ma vie, et le fait qu'elle l'ait fait m'est gravement ébranlé. Je veux dire, quelles sont les chances qu'elle sache que je le comprenne? J'ai déménagé depuis, mais mon pote vit toujours là-bas, et me dit de temps en temps qu'il la voit errer sur le bord de la route. Alors la prochaine fois que vous serez à Gilbert, gardez un œil sur elle. Il y a quelques années, je cherchais un colocataire. La chambre était vacante, parce que mon précédent colocataire était un Suédois qui avait eu des problèmes avec la température de la maison. Et finalement, c'était devenu trop pour lui, et il avait déménagé dans un endroit au climat plus froid. Alors, comme tout le monde le fait, j'ai posté des annonces sur divers sites. Ça n'a pas pris longtemps avant qu'un gars appelé Robert me réponde. Nous avons échangé des messages plusieurs fois et on s'est arrangé pour se rencontrer un jour au Starbucks. J'ai tout de suite été frappée par sa facilité, son charme et son esprit. Je ne pouvais pas espérer rencontrer une personne avec qui parler était aussi facile. Il fréquentait une école d'art avec des ambitions de devenir un grand peintre. Mais comment exactement allait-il s'y prendre? Je n'en avais aucune idée. Mais nous étions devenus amis tout de suite, et je n'ai pas hésité à le laisser emménager avec moi. Mais juste avant que nos chemins se séparent ce jour-là, Rob, comme il avait insisté pour que je l'appelle, a posé une question à laquelle je ne m'y attendais pas vraiment. « Je sais que c'est une question bizarre, mais aurais-tu par hasard peur des clowns ?» dit-il avec un sourire bizarre. J'ai répondu « je suppose que oui, mais pourquoi une personne demanderait cette question ?» J'ai probablement regardé le film de Stephen King à un moment donné, à un âge stupidement jeune. « T'as peur d'eux ? Oh merde ! Je suis un clown les week-ends, j'aime les événements caritatifs et les collectes de fonds, et je visite parfois des enfants malades et des hôpitaux. Est-ce que c'est un problème pour vous ? Je veux dire, je sais que certaines personnes ont sérieusement peur des clowns. Ah, bien sûr que non, ça a l'air cool, c'est juste les mauvais clowns qui me font peur. Je n'en avais jamais connu personnellement, mais Rob ne me semblait pas effrayant. Et je promets que je ne tue pas les enfants, dit-il en balançant son cou vers l'arrière pour finir les dernières gouttes de sa tasse de café. Je ne m'en prends qu'aux adultes. J'éclate en riant de son sens de l'humour noir. Quel mec cool, je pensais. Je vais attendre avec impatience cette nouvelle situation de colocation. Nos premières semaines de vie commune se sont déroulées aussi bien que possible. Et les choses étaient beaucoup plus paisibles qu'avec mon ancien colocataire. Ça ne m'a pas manqué d'être réveillée à des heures tardives par un somnambule. Rob se levait, allait en cours et rentrait à la maison. Et il peinturait ou prenait un verre rapide avec un ami ou deux. Parfois, le week-end, il mettait son costume de clown,
et aller voir ces associations caricatives et ces événements dont il parlait. Il n'avait pas l'air d'un clown effrayant, bien au contraire. Il était si cool en fait, qu'il a même commencé à changer ma vision des clowns. Il avait un congélateur dans notre cuisine, et j'avais dit à Rob de ne pas s'en servir, car il était hors d'usage, avant même que celui-ci n'emménage avec moi. Je voulais appeler quelqu'un pour qu'il vienne le voir ou le remplacer, mais je suppose qu'il n'a pas dû y penser. Un jour, après nos 5 mois de colocation avec Rob, je suis rentrée chez moi, et j'ai trouvé les lumières allumées, mais avec un silence total dans la maison. C'était étrange, car Rob regardait toujours la télé ou jouait de sa guitare, et il détestait le silence. Mais je savais vraiment qu'il se passait quelque chose quand j'ai remarqué quelque chose de différent dans ce congélateur. La porte du congélateur était ouverte. Je me suis rapprochée, j'ai regardé à l'intérieur, et oh mon Dieu, 8 morceaux d'un corps humain, tous découpés, proprement, et rangés sur les étagères. Je ne peux pas vraiment expliquer comment, mais j'ai totalement paniqué. Qu'est-ce qu'on peut faire à un moment pareil? Mon esprit s'est emballé, et j'ai repensé au jour où j'ai rencontré Rob, et quand il a fait cette blague sur le fait de ne tuer que les adultes. Oh purée! Juste à ce moment-là, un léger bruit venait de la chambre de Rob. Je ne savais pas quoi faire, et pour une raison quelconque, j'ai marché sur la pointe des pieds jusqu'à sa chambre pour voir ce qu'il se passait. Je ne sais pas, je suppose que l'adrénaline a pris le dessus à ce moment-là. J'ai jeté un coup d'œil, et bien sûr, il était là, allongé sur le sol, avec un regard fou, et ses yeux qui fixaient le plafond. Après un long délai pendant lequel je suis sûre qu'il était conscient de ma présence, il a levé les yeux vers moi. Espèce de malade, j'appelle la police. Les clowns sont les pires colocataires, n'est-ce pas? Toujours à découvrir des cadavres dans des endroits où vous les avez spécifiquement dit de ne pas regarder. Malheureusement, j'ai peur de devoir le tuer. Maintenant, mon ancien ami suédois a un partenaire pour dormir avec lui dans ce grand congélateur. Oh, au fait, je suis toujours à la recherche d'un nouveau colocataire, si quelqu'un est intéressé. C'est arrivé la nuit dernière. J'habite au milieu de nulle part dans le Nebraska, et mon grand cousin, Odo et moi étions en train de rentrer chez nous depuis le magasin de bricolage en ville, en voyageant à environ 80 km/h sur un long tronçon de route, avec des champs de chaque côté. Et je ne plaisante pas quand je dis cela. Des clowns ont commencé à apparaître, dans le vide à notre gauche. Au moins 9 ou 10 d'entre eux, chacun nous regardait. Ils ont tous sorti leurs bras et ont agi comme s'ils allaient attraper le camion. J'étais au volant et Odo m'a appelé. Oh purée! Et lorsque nous commencions à passer devant quelques-uns des clowns, l'un d'eux, soit parce qu'il était plus audacieux que les autres, ou parce qu'il n'y voyait pas très bien dans son masque, était bien trop près de la route. J'ai freiné, pas pour arrêter la voiture, mais pour la ralentir. Quand ils nous ont vus ralentir, ils ont vite fait de se précipiter sur le camion, et alarmé par le fait qu'il grouillait soudainement, j'ai instinctivement remis les gaz, et j'ai percuté l'avant droit de la voiture directement contre l'un des deux, le faisant tomber contre la chaussée. Immédiatement, tous les autres clowns ont commencé à crier et insulter, ne faisant pas grand-chose pour aider leur ami, mais au contraire, en frappant leurs poings contre l'extérieur de la voiture. Odo m'a dit de mettre le véhicule en stationnement, ce que j'ai fait, et il a sorti une arme de poing de dessous du siège passager. C'était l'arme de mon oncle, mais je savais pertinemment qu'elle n'était pas chargée, parce que le percuteur était cassé, et que l'arme n'était pas capable de tirer. Il a baissé la fenêtre et a pointé le flingue directement sur l'un des clowns. Les clowns ont immédiatement reculé, puis il a crié « Donnez-moi une raison !» Pendant un moment, il y avait juste un silence, mais les clowns reculaient de quelque part, mais pas assez pour que j'appuie sur l'accélérateur et sortir de là en sécurité. Odo a fait un geste vers le clown sur le trottoir. « Est-ce qu'il va bien ?» Le clown sur le sol a commencé à ramper avec ses mains et ses genoux, et s'éloigner en traînant les pieds. Un autre clown l'a soigneusement aidé à se relever. « Faites de l'espace !» dit Odo en faisant un geste avec son arme, vers les clowns devant le camion, et ils se sont immédiatement séparés. J'ai mis la voiture en marche, et j'ai commencé à avancer lentement. Nous avions une dashcam, pas besoin d'appeler la police, Odo. Il a gardé l'arme pointée sur eux tous, jusqu'à ce que nous soyons assez loin, puis la fenêtre du passager s'est relevée. En voyant depuis mon rétroviseur tous les clowns agglutinés dans la rue, c'était une des choses les plus étranges que j'ai jamais vues. Odo a remis le pistolet sous le siège passager, avant de marmonner qu'il espérait que les phares avant n'étaient pas fissurés. Quand on est rentré à la maison, on a ouvert quelques bières et regardé Game of Thrones. Et je n'en ai même pas parlé à mon oncle. On n'avait pas vraiment de dashcam. On s'est dit qu'il n'y avait aucun moyen pour les clowns de le savoir avec certitude. J'espère qu'ils ont appris quelque chose de cela, parce que la prochaine fois, je n'ai pas l'intention de freiner.
L'histoire suivante est racontée à partir du point de vue d'une femme. De retour pendant l'apogée de l'année 2016 et la folie des clowns ou des psychopathes qui s'habillaient et qui erraient dans les zones rurales et boisées pour terrifier ou traquer les gens. Je vivais dans une maison très isolée et très boisée dans le Connecticut. Et mon allée était si longue que ma maison ne pouvait pas être vue de la route. Et je n'ai jamais eu de problème avec des intrus. Et donc mes enfants étaient libres de jouer dehors dans notre cour quand ils le souhaitaient. Un après-midi, j'étais à l'intérieur de la maison pour une conférence téléphonique, quand ma fille de 8 ans est entrée en courant en disant qu'il y avait un clown dans notre allée. Pendant les premières secondes, j'étais ennuyée, parce que j'étais convaincue qu'elle me faisait une blague, ou qu'elle avait un ami imaginaire. Je me suis excusée de l'appel et je lui ai demandé ce qu'elle faisait là. Elle m'a simplement répondu « Il nous appelle !» Quelque chose dans la façon dont elle l'a dit m'a mis mal à l'aise. J'ai eu un frisson et je suis restée debout, et je suis sortie par la porte d'entrée. Et sur le perron, ma fille a pointé du doigt. Et là, j'ai vu une silhouette dans un costume rose et blanc, avec des rires bleus. Debout près de la ligne d'arbres, faisant des signes et pointant vers mes 2 autres enfants, qui étaient toujours près de la maison. J'ai appelé le clown en lui demandant ce qu'il voulait, et j'ai immédiatement appelé mes enfants à l'intérieur, et fermé ma porte d'entrée. Je leur ai dit de ne pas bouger. J'ai pris mon pistolet paralysant de son emplacement, et je suis montée dans ma voiture. J'ai appelé mon mari pendant que je conduisais la voiture hors du garage et que je descendais l'allée, en lui disant ce qu'il se passait. Il m'a dit de garder les portes de la voiture verrouillées, et de ne pas m'approcher trop près. J'ai décidé qu'au moins, pour le moment, je n'avais pas à appeler la police, parce que ça leur aurait pris un bon 30 minutes pour arriver sur place. Et d'ici là, le clown serait probablement plus là. Je ne voulais pas simplement disparaître dans la maison et attendre que cette personne s'ennuie. Je voulais le confronter, et lui dire de rester loin de ma propriété et de mes enfants. Le clown n'était plus à la même place lorsque j'ai quitté le garage, mais j'ai conduit dans l'allée jusqu'aux arbres, et je l'ai vu s'éloigner en trottinant à vive allure. Quand il a entendu ma voiture arriver, il s'est arrêté et s'est retourné vers moi. Il ne portait pas de masque, mais son visage était très maquillé avec un nez de clown. Mais ce qui m'a vraiment secoué, c'est qu'il semblait tenir un maillet de croquet dans une de ses mains. Il m'a fait un signe de la main avant de disparaître dans les bois. J'ai freiné à fond et baissé ma fenêtre à moitié en lui criant de dégager de ma propriété. Je suis ensuite restée dans l'allée et j'ai fait des allers-retours dans l'espoir de retrouver une voiture garée avec une plaque d'immatriculation que je pourrais signaler. Mais il n'y avait rien de suspect ou hors du commun. Je suis retournée à la maison pour voir que mes enfants étaient plus amusés et excités qu'effrayés. Je me suis intérieurement reproché de ne pas avoir pris le temps de prendre une photo du clown sur mon téléphone, pour avoir une trace au cas où j'aurais besoin de le signaler. J'ai dit à mes enfants qu'ils devaient rester à l'intérieur pour le reste de la journée, et je me suis dit que je ne reverrais sûrement jamais le clown. Que, qui qu'il soit, il était parti, et qu'il ne risquerait pas de pénétrer à nouveau sur ma propriété. Les enfants dormaient. Mon mari et moi regardions Netflix, et je me suis levée pour faire sortir le chat. Je ne suis pas exactement sûre de ce que j'ai vu, mais il y avait définitivement quelque chose de l'autre côté de la cour. J'ai remarqué un mouvement du coin de la cour, et j'ai cru voir l'ombre de quelque chose de projeté par la lune, disparaissant au coin de la cour. J'ai allumé toutes les lumières extérieures, et mon mari et moi avons regardé autour de nous, mais rien n'est réapparu. Il aurait pu s'agir d'un cerf, je suppose, mais la raison pour laquelle je soupçonne que c'était le clown, c'est parce que le lendemain matin, quand j'ai conduit ma voiture jusqu'au bout de l'allée, il y avait un ballon violet attaché à notre boîte aux lettres, et le petit pot de fleurs avait été écrasé avec quelque chose de gros, comme un maillet. Ayant peur que le ballon signifie quelque chose, je l'ai immédiatement détaché. La journée s'est déroulée sans incident, et l'après-midi suivant, j'avais déjà oublié le clown, jusqu'à ce que mes enfants reviennent et me disent qu'il était de retour, et qu'il les pointait encore du doigt. J'ai crié aux enfants de rentrer dans la maison. Mais cette fois-ci, au lieu d'entrer dans la maison, j'ai pris mon téléphone et mon pistolet paralysant, et j'ai stupidement chargé à l'avant. Et j'ai traversé la cour à grands pas, déterminé à prendre une photo cette fois-ci. Et je ferais mieux de l'assommer et le maintenir à terre jusqu'à l'arrivée des flics. Je ne l'ai jamais vu cette fois-là. Et au lieu de garder mes enfants enfermés à l'intérieur, je les ai mis dans la voiture, et j'ai roulé jusqu'à la maison de mes parents. Cette fois-ci, ils étaient un peu plus effrayés par le clown, et j'ai commencé à m'inquiéter que peut-être mes enfants n'étaient pas en sécurité dans la cour. Je leur ai demandé si c'était le même clown, et s'ils tenaient un gros marteau dans les mains. Je ne sais pas si c'était vrai, ou s'ils ont juste mal identifié le maillet, mais le lendemain, j'ai décidé de devenir un peu plus proactive. Mes parents m'ont laissé emprunter leur chien noir, un labrador nommé Groucho. C'était un chien sympathique, mais il avait un aboiement extrêmement fort, et était farouchement protecteur des enfants. Pendant 2 jours, rien ne s'est passé, et j'ai commencé à espérer que le clown était passé à autre chose. C'est alors que c'est arrivé. J'étais en train de rentrer dans l'allée en voiture, après avoir pris le courrier, quand j'ai remarqué que le clown se faufilait dans les bois. Groucho était sur le siège arrière, et a immédiatement commencé à aboyer assez fort pour me faire éclater les tympans.
J'ai freiné brusquement et immédiatement, et j'ai appelé les flics. Et je leur ai dit qu'il y avait un intrus sur ma propriété et qu'il portait une arme. Honnêtement, je ne pouvais pas dire s'il portait un maillet de croquet à travers les arbres, mais je sais qu'il en portait un avant, donc je pensais avoir une chance raisonnable de le supposer. Alors que j'étais au téléphone avec les flics, un autre appel est arrivé depuis la maison, et ma fille pleurait, en disant qu'il y avait un clown debout sur notre terrasse, juste à l'extérieur de la porte coulissante. Celui-ci était habillé tout en orange avec un visage bleu. J'ai fait un flop en remontant l'allée, et j'ai relancé ma voiture du mode stationnement. Quand j'ai atteint le garage, j'ai vu le deuxième clown qui sprintait vers les bois. J'ai ouvert la porte arrière et Groucho s'est déchiré après le gars, comme un missile balistique. Il a attrapé le clown juste à côté de l'arbre, et le gars a commencé à crier, alors que le chien fidèle partait en haut de lui et a déchiré son costume. Je distingue bien avoir entendu 2 voix masculines distinctes crier dans les arbres, mais je n'ai pas pu distinguer exactement ce qu'ils disaient. Ma fille était toujours sur la ligne, et m'a confirmé que les enfants étaient toujours à l'intérieur. Alors je suis allée chercher mon chien dans les bois. Quand j'ai trouvé Groucho, il boitait légèrement. J'étais furieuse de voir qu'il avait été poignardé avec ce qui aurait pu être un pic à glace ou un tournevis. Mais il ne semblait finalement pas être dérangé par ça. Quand les flics sont arrivés, je leur ai donné ma déposition et ils ont fouillé les bois pendant environ 1 heure. Quelques mois plus tard, j'ai reçu un appel disant que 2 hommes avaient été arrêtés, à plusieurs kilomètres de là, pour conduite dangereuse, et que l'un d'entre eux avait des morsures de chien sévères sur les 2 jambes. Groucho est allé chez le vétérinaire et a obtenu un bandage, mais il va très bien maintenant. Et depuis ce temps, je n'ai jamais entendu de suivi concernant l'arrestation. Mais toute l'histoire m'étonne toujours. Arriver à notre maison à travers les bois n'est pas une randonnée facile de 2 minutes. Ces hommes ont dû marcher 10 à 15 minutes à travers la forêt épaisse et un maquillage de clown pour s'approcher assez pour voir notre maison. Tout ça pour faire une farce et terroriser ma famille, qui s'occupait juste de ses affaires. Je ne comprenais pas du tout leur motivation. Et plus je faisais des recherches sur toute cette histoire de clown, plus je soupçonne que c'était une sorte de test, ou d'initiation, et pas seulement un truc où les gens s'ennuient pour passer du temps. Ils ont fait de réels efforts pour nous traquer, et ont finalement été récompensés par une attaque de chiens. Je pense qu'ils ont eu de la chance. Et depuis ce temps, je n'ai jamais revu aucun autre intrus sur ma propriété. Il y a 3 semaines, quelqu'un m'a ajouté sur Snapchat. Elle s'appelle Addergreen. Je n'ai d'abord rien pensé, mais quelques jours plus tard, j'ai pris le bus pour aller à la salle de sport, car je ne pouvais pas me donner la peine de marcher. C'est à 6 km, donc ça ne pose pas de problème de prendre le bus. J'étais assise à l'avant avec mes écouteurs, écoutant de la musique pour rendre le trajet moins ennuyeux. De l'arrêt de bus à la salle de sport, je farfouillais dans mon téléphone quand j'ai remarqué que j'avais un Snapchat d'Addergreen. Il n'a duré que quelques secondes, mais le Snapchat était une photo de moi assise dans le bus. Pas de texte, juste moi. Elle était prise depuis quelques sièges derrière moi et montrait l'arrière de ma tête et une partie de mon sweat à capuche. J'ai tout de suite su que c'était moi et j'ai eu l'estomac noué. Je les ai bombardés de Snapchat. Ils ouvraient mes snaps mais ne répondaient pas. Ils sont devenus plus agressifs parce que j'étais de plus en plus énervée. Par exemple, « Qui est-ce qui est toi? Réponds-moi, pour l'amour de Dieu, réponds juste !» Ou tu vois le genre. Après environ 1 semaine, je n'ai rien eu. Alors j'ai abandonné et j'ai pensé que l'un de mes amis était un con. Puis Snapchat numéro 2. Je n'ai pas fait de capture d'écran de celui-là non plus. Je sais, je suis un crétin. J'étais bourré. Moi et quelques amis étions dans un club dans ma ville locale. Et cette fois, quelqu'un m'a snapchaté une photo de moi au bar. Ils étaient littéralement debout juste à côté de moi au bar. Je l'ai ouverte le lendemain matin et je me suis sentie malade. Encore une fois, cela n'a duré que quelques secondes. Mes amis étaient à côté de moi sur les photos, ce qui élimine la possibilité que ce soit l'un d'eux qui plaisante avec moi. Il y a environ 30 minutes, j'ai reçu un autre Snapchat. Cette fois, j'étais prêt et assez sobre pour faire une capture d'écran. J'ai été à l'intérieur toute la journée. J'étais curieux de savoir ce que c'était. Et c'était ma maison, la fenêtre de ma chambre et mon nom. J'ai reçu ceci alors que j'étais allongée sur mon lit près de la fenêtre, en train de regarder Game of Thrones. Je me sens mal. Leurs histoires sur Snapchat sont toutes aussi tordues. Mise à jour numéro 1, je leur ai envoyé un snap disant « Vous êtes sérieux ?» Et ils ont fait une capture d'écran et m'ont ignoré. Mise à jour numéro 2, j'ai reçu un autre Snapchat de mur de briques, mais seulement pendant 1 seconde. Mise à jour numéro 3, je suis allongée dans mon lit en train de regarder Game of Thrones et je viens de recevoir ça. J'en ai marre. Mise à jour numéro 4, aujourd'hui j'ai reçu un Snapchat de ce mur de briques à nouveau. Mise à jour numéro 5,
Je viens de recevoir une vidéo Snapchat de bruit bizarre sur un écran noir. C'est dans leur histoire aussi. Je ne pense pas pouvoir poster de vidéo Snapchat. Mise à jour numéro 6, c'est calme depuis quelques jours. J'ai encore envoyé des Snapchats verts, mais ils n'ont pas été ouverts. Qui est ce connard? Et qu'est-ce qu'il me veut? C'est arrivé l'année dernière, quand j'avais 14 ans. Il y a cette application de rencontre pour les adolescents. Je l'utilisais plutôt comme une blague. Elle était connectée à Snapchat, donc chaque fois que vous rencontriez quelqu'un, vous l'ajoutiez à Snapchat pour pouvoir continuer à lui parler. Comme je l'ai dit au début, je l'utilisais comme une blague, mais ensuite j'ai trouvé ce beau garçon. Et j'ai pensé, eh bien, ça ne ferait pas de mal d'essayer. Alors j'ai accepté sa demande d'être mon ami sur Snapchat. Je lui ai envoyé un timide « Salut » et j'ai attendu une réponse. Il a mis environ 2 heures à répondre, et la seule chose qu'il a envoyée était une photo noire, vide. Je n'ai pas trop pensé à ça, et j'ai continué ma journée. Mais le lendemain, je reçois un message de lui, une photo d'une chose très familière. Mon école. Cela m'a un peu secouée, mais je me suis dit qu'il allait probablement dans la même école que moi, et que nous ne nous étions simplement jamais rencontrés. Puis mon téléphone s'est mis à vibrer comme un fou pendant un cours. Pour donner un peu de perspective, nous avons des portes et des fenêtres en verre. Elles donnent sur les couloirs pendant les cours, et lorsque j'ai vérifié mon téléphone, j'ai vu une quinzaine de photos envoyées par le même type. C'étaient des photos de moi, assis à mon bureau dans la salle de classe. Les photos continuaient d'arriver. Elles semblaient avoir été prises de l'extérieur de cette fenêtre, à côté de la porte. Quand j'ai regardé, j'ai vu quelqu'un qui se tenait là, juste derrière cette fenêtre. Il avait un téléphone à la main, et il me désignait. Qui que ce soit, il portait un sweat à capuche noire. La capuche couvrait la moitié de son visage. L'autre moitié était pâle, et il avait une mâchoire pointue. Je pouvais voir ses lèvres fines courbées en un sourire, et j'ai vu mon amie. Elle le regardait aussi, et son visage est devenu rouge, et elle a commencé à trembler. Nous étions les seuls à les voir, car à peine avions-nous essayé de dire quelque chose que la silhouette avait disparu. Mon ami s'est levé de sa chaise et est allé vers la porte pour l'ouvrir. Cela a attiré l'attention de mon professeur, et nous avons dû expliquer ce que nous faisions. Nous devions leur dire ce que nous avions vu. Ma maîtresse est sortie elle-même pour chercher qui c'était, et elle a même prévenu le bureau. Ils ont fait passer un message dans les haut-parleurs, disant à tout le monde de faire attention à cet homme. Depuis lors, je n'ai plus utilisé Snapchat. C'est une des applications que j'utilisais tout le temps avant. Ça me fait toujours peur, même si c'était peut-être une blague, et que ça devait être quelqu'un qui me connaissait d'avant. Mais c'était quand même horrifiant. Ça m'a rendu beaucoup plus paranoïaque à propos des inconnus sur Internet. Snapchat était encore récent lorsque cette histoire a eu lieu. C'était à la fin de 2011. Pendant ma première année de lycée, j'avais une amie très proche. Son nom était Samantha. Samantha m'a dit un vendredi avant le week-end qu'elle demanderait une demande d'amis. Le lendemain, elle a pensé que ce serait vraiment cool si on suivait la tendance Snapchat. Le plus tôt serait le mieux, parce que Snapchat était presque inexistant dans notre école. Et quand je suis rentrée chez moi ce jour-là, j'ai reçu une demande d'amis. La photo de profil était celle de Samantha. C'était étrange, car elle m'avait dit qu'elle m'inviterait dans ses contacts le lendemain. Mais sans hésiter, j'ai accepté. Je me suis dit qu'elle allait simplement s'y mettre plus tôt. Après avoir terminé mes devoirs, le même jour, j'ai reçu un message de ce compte. 2 messages en fait. Il disait « Viens chez moi demain, on peut faire une fête ?» Et le second contenait son adresse. J'étais vraiment heureuse, car je n'étais jamais allée chez elle auparavant. Nous venions de nous rencontrer au début de l'année, et à part cela, je n'étais pas souvent invitée à des fêtes. L'adresse qu'elle m'a donnée était celle d'une maison voisine, alors j'ai décidé d'y aller à pied. Le lendemain, lorsque j'ai vu la maison, j'ai consulté Google Maps plusieurs fois, pour m'assurer que c'était bien la bonne adresse, car l'endroit était en désordre, et les fenêtres étaient couvertes de ces sacs de remerciements que l'on trouve sur les marchés. Quelque chose ne me semblait pas normal. C'était très très modeste pour la famille de Samantha. Oui, nous sommes allés dans une école privée, et j'ai réalisé que l'adresse était correcte, alors j'ai frappé à la porte, bien que j'étais un peu hésitant. Elle s'est ouverte très rapidement, et un homme m'a salué, comme s'il m'attendait. Il mesurait environ 1m80 et avait des cheveux blonds. Il ne ressemblait pas du tout à Samantha, qui était une petite aux cheveux noirs. J'ai demandé s'ils étaient apparentés, et il m'a répondu que oui. C'était une voix très simple et étrange. Je lui ai ensuite demandé ce qu'il en était des sacs sur les fenêtres, et il m'a répondu que c'était parce que les ouvriers étaient encore en train de rénover la maison. Avant que je ne puisse demander ou dire autre chose, il m'a fait signe d'entrer,
s'écartant pour que je puisse passer la porte. Je suis entrée dans la petite maison. Assis près d'un canapé défraîchi, se trouvait un grand terrier qu'il venait d'acheter quelques jours avant mon arrivée. Il m'a dit de m'asseoir pendant qu'il allait chercher quelque chose. J'ai vérifié l'heure sur mon téléphone. Mais au moment où je l'ai pris, il a vibré avec un message. C'était une notification de Snapchat. C'était Samantha. Ça disait « Voici mon Snapchat ». Et j'ai pensé que les choses ne pouvaient pas être plus bizarres. Elle m'avait déjà envoyé une demande. A-t-elle créé un autre profil? Pourquoi aurait-elle fait ça? Alors, immédiatement, aussi confus que je l'étais, je lui ai envoyé un message en retour. « Ta maison est si bizarre. Où es-tu » J'ai dit « maison ». Elle a demandé « j'ai un appartement ». Mon cœur s'est enfoncé dans ma poitrine. Elle devait sûrement se moquer de moi, me faire une blague ou autre. J'ai pensé que ce n'était vraiment pas drôle. J'ai répondu par un message « Ton père est rentré? Où es-tu » Elle n'a pas répondu pendant quelques secondes. Enfin, après ce qui m'a semblé être une éternité, j'ai eu une réponse. Une réponse qui a tout confirmé. « De quoi tu parles ?» a-t-elle dit. « Ma mère est célibataire depuis un moment. Je t'attends à la porte. Où es-tu » Je baisse mon téléphone, les yeux écarquillés et respirant bizarrement. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je viens vraiment d'entrer dans la maison d'un étranger? Un étranger qui m'avait tendu un piège? C'est alors que j'entends des chuchotements venant d'une autre pièce. L'homme est sorti de la pièce avec 2 autres hommes. L'un d'eux tenait un épais sac noir dans ses mains. Supposant le pire, je me suis précipitée hors de la maison aussi vite que possible. Je ne me suis pas retournée une seule fois, même si j'entendais les pas derrière moi. Finalement, ils se sont évanouis. Je n'ai pas arrêté de courir avant d'être rentrée chez moi, avant d'être à l'intérieur de la maison avec les portes verrouillées. Quand j'ai enfin pu respirer, ma poitrine n'avait jamais autant brûlé. Mon père et ma mère avaient l'air inquiets quand ils m'ont vue, et ils avaient besoin d'une explication. Entre 2 respirations, j'ai essayé de leur dire. Ils ont compris l'essentiel et ont appelé la police. Mais quand la police est arrivée, ils étaient évidemment déjà partis. Cette maison était abandonnée. Personne n'aurait dû y vivre. Cela fait quelques mois que ma vie est revenue à la normale. Actuellement, je ne me sens en sécurité nulle part. J'avais l'habitude de dormir dans mon université, mais j'ai dû rentrer chez moi au cours du 2e semestre, en raison d'événements tragiques qui s'y sont produits. Je ne prévois pas de m'y installer de sitôt. Ce n'est peut-être pas la chose la plus intelligente à faire, puisque l'enquête est toujours en cours, mais peut-être que cela rendra les gens plus prudents avec les réseaux sociaux. En tout cas, cela m'a rendu méfiant vis-à-vis des étrangers en ligne. Encore une fois, c'était en novembre de l'année dernière, quand les messages sont apparus pour la première fois. Vous avez déjà entendu parler de Snapchat? Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas ce qu'est Snapchat, il s'agit d'une application qui vous permet d'envoyer des messages photos à vos amis, mais qui ne dure que quelques secondes. Une fois ces secondes écoulées, la photo disparaît à jamais, ce qui signifie que vous ne pourrez plus jamais la revoir. Vous ne pouvez envoyer que les photos que vous prenez sur le moment, et elles ne peuvent être vues que pendant les quelques secondes de temps impartis. Vous pouvez également dessiner et écrire du texte sur les photos. Vous pouvez même envoyer des vidéos. Je ne connaissais pas vraiment Snapchat jusqu'à ce que mes amis me le présentent. Ils m'ont pratiquement encouragé à le télécharger. Et comme je suis une personne faible, j'ai cédé à la pression des pairs. Ça semblait assez amusant au début. Je prenais des photos et les envoyais comme un fou. La plupart du temps, je prenais juste des photos de moi, faisais des visages les plus ridicules et mettant des lettres au hasard pour les textes. J'ai aussi pris des photos de choses les plus drôles. Je me souviens avoir pris une photo de la raie des fesses d'un type qui se baissait pour lasser ses chaussures. Ouais, ok, c'était malsain, mais carrément hilarant pour moi. Beaucoup de gens m'ont ajouté comme ami sur Snapchat. La plupart d'entre eux venaient de Facebook ou de la liste de contacts de mon téléphone. Il y avait aussi des gens que je ne connaissais pas très bien, mais ils m'envoyaient quand même des photos, et c'était plutôt sympa. Je suppose que Snapchat permet de briser plus facilement la glace avec les personnes que j'ai ajoutées par hasard ou que je n'ai pas vues depuis longtemps. Un jour de novembre, quelqu'un appelé We Are One Forever m'a ajouté sur Snapchat. Sur le moment, je n'y ai pas prêté attention. Je me suis dit que c'était juste un autre de mes amis Facebook. Instantanément, le premier message que cette personne m'a envoyé était un papier avec une écriture pointue et un cœur dessiné en dessous. Il était écrit « Salut mon mignon, comment ça va ?» 4 secondes plus tard, le message avait disparu. J'étais flattée par le fait que cette personne, quelle qu'elle soit, m'appelait mignonne. Je suppose que c'était probablement une fille qui flirtait un peu avec moi. Je lui ai renvoyé une photo de moi avec un sourcil levé et un sourire en coin. Ensuite, j'ai ajouté le texte. « Je fais. Bon, tu me trouves mignon ?»
et je lui ai envoyé pendant 5 secondes. Quelques minutes plus tard, elle m'a envoyé une autre photo. Il s'agissait d'un ours en peluche portant un cœur rouge sur fond blanc. Le texte disait « Tu étais dans mon top 5 ». J'ai tout de suite voulu savoir qui était cette personne. Les 2 jours suivants, nous avons échangé des messages, mais elle ne m'a jamais envoyé de photo d'elle. Pour une raison quelconque, elle ne voulait même pas me dire son nom. Je n'ai pas arrêté de la pousser à m'envoyer une photo. Mais elle s'excusait toujours, ou envoyait à la place des figurines stupidement dessinées. Avec ça, je crois qu'elle était soit vraiment laide, soit vraiment timide. Et j'avoue que j'espérais la seconde hypothèse. J'ai décidé de laisser tomber, en pensant qu'elle devait être vraiment très intéressée par moi, si elle était si secrète pour révéler son visage, et même son nom. Un jour, alors que j'étais à la bibliothèque, j'ai regardé Snapchat rapidement, pendant que je faisais une pause en tapant un papier pour un de mes cours. Bien sûr, il y avait un message de We Are One Forever. Dès que mon doigt l'a ouvert, j'ai presque bondi de mon siège. Elle m'a envoyé la photo d'une personne. La première fois qu'elle le fait. Mais ce n'est pas ce qui m'a dérangé avec cette photo. Je savais que la photo de cette personne n'était certainement pas elle. En fait, il s'agissait d'un type assis sur un canapé. Chemise blanche, pantalon de survêtement bleu, regardant droit dans un ordinateur portable, étagère de livres en arrière-plan. Le texte disait « Je te vois ». J'ai regardé derrière et autour de moi. Il n'y avait personne qui semblait suspect, juste une bande d'étudiants dans leur propre petit monde. Pourtant, je ne voulais pas en tirer trop de conclusions. Après tout, pourquoi me psychanalyser pour quelque chose qui semblait être un flirt inoffensif ? Je lui ai envoyé une photo de moi avec un regard confus, et j'ai tapé « Je ne te vois pas. Pourquoi ne dis-tu pas bonjour ?» La photo suivante qu'elle m'a envoyée était un poster de la mascotte de mon université, avec le texte « J'étais si nerveuse, tu es trop mignonne ». Pour moi, c'était comme si j'avais une admiratrice secrète, qui avait peut-être fréquenté la même université que moi. Je lui ai envoyé un message dans lequel je lui demandais « Alors, tu vas aussi dans mon université ?» Elle n'a jamais répondu à ma question, même si elle a ouvert mon message. Les choses sont devenues de plus en plus bizarres après ce petit incident. Après quelques fois, elle a lâché des photos de moi, marchant dans les amphithéâtres, mangeant au café, faisant la queue pour manger, et même parlant à mes amis. Je ne me souviens pas de tous les textos, mais certains m'ont marqué comme « Je te vois partout. C'est tellement drôle que je sois si proche de toi, et un jour tu sauras qui je suis. » Là, j'ai commencé à penser que mes amis me faisaient peut-être une blague, comme ils sont connus pour le faire. Un jour, j'ai demandé à mon meilleur ami, Andrew, si c'était lui qui m'envoyait tous ces Snapchats bizarres. Il m'a dit qu'il n'avait aucune idée de ce dont je parlais, et je lui ai expliqué que cette personne, appelée We Are One Forever, avait envoyé des Snapchats de moi. Andrew a dit que c'était assez effrayant, et qu'il devait vraiment être un harceleur obsessionnel qui n'avait manifestement pas de vie. J'espérais secrètement que c'était lui qui était derrière tout ça, mais je savais qu'il disait la vérité. We Are One Forever n'a même pas la même écriture qu'Andrew. De plus, ce type ne peut pas mentir comme il le ferait avec un sac en papier. Après avoir parlé à Andrew, j'ai demandé à tous mes autres amis, mais ils m'ont tous dit la même chose. Soit ce n'était pas vraiment eux, soit ils me jouaient un tour de passe-passe très élaboré. L'un d'eux devait avouer, mais personne ne l'a jamais fait, et les Snapchats devenaient un peu trop étranges. Mon admirateur secret a commencé à envoyer des photos de moi, seule, et rien d'autre. Elle ajoutait rarement de sexe sur ses photos. C'était comme si elle jouait à « Où est Charlie ?» avec moi. Et bizarrement, j'étais Charlie. C'est devenu sa mission d'envoyer une photo de moi au moins une fois par jour. J'ai commencé à faire plus attention à mon environnement, mais les seules personnes que je voyais tous les jours étaient mes amis. Je ne voyais jamais le même visage partout où j'allais. Je me suis dit que mes amis devaient être ceux qui se moquaient de moi. J'ai fini par arrêter d'envoyer des messages à We Are One Forever, en pensant qu'il valait mieux les ignorer et faire comme si cela ne me dérangeait pas si c'était eux. Je n'ai plus mentionné les messages, et j'ai même arrêté de les ouvrir. Ils continuaient à s'accumuler partout où j'allais sur Snapchat. Le semestre d'automne était presque terminé à ce moment-là. Décembre est arrivé, suivi de jours et de nuits plus froids, chargés de devoirs, de projets et d'examens finaux. Même si tout cela semblait intimidant, j'étais un peu soulagée pour être honnête. Je pouvais enfin concentrer toute mon attention sur quelque chose de plus important que ces messages. Et pourtant, chaque fois que je regardais mon téléphone pour voir l'heure, ou un nouveau message texte, je voyais toujours une notification de Snapchat. We Are One Forever vous a envoyé un message. Voilà ce que ça disait. Après une semaine à les ignorer, j'ai finalement laissé la curiosité prendre le dessus. Quand j'ai commencé à en ouvrir un, j'ai vu une photo de moi. Mais quand j'ai cligné des yeux, elle était déjà partie. J'ai ouvert un autre message, encore moi, mais il a disparu aussi vite que le précédent. En ouvrant ces messages un à un,
Je pouvais sentir mon cœur s'enfoncer de plus en plus profondément à chaque message. C'étaient des photos de moi partout sur le campus. Je n'arrivais même pas à comprendre comment cette personne avait pu me suivre d'un endroit à l'autre. Elle prenait même des photos de moi pendant les cours et lorsque je sortais des salles de bain. Ce jour-là, j'ai décidé de rester dans mon dortoir, car je commençais à devenir réellement paranoïaque à cause de tout cela. Mon colocataire, John Michael, n'était pas là la plupart du temps. Certains de mes amis m'ont envoyé des SMS pour que je les rejoigne au déjeuner. Mais je n'étais pas d'humeur à sortir et à me montrer à mon admirateur secret. Elle semblait savoir où j'étais à chaque fois, et je voulais éviter de devenir un autre message Snapchat. Je ne suis sortie ce jour-là que pour m'acheter un sandwich. Lorsque j'ai regardé mon téléphone à plusieurs reprises, j'ai été agréablement surpris par l'absence de notification Snapchat de sa part. J'ai pu respirer à nouveau normalement, même si une partie de moi était inquiète à l'idée de sortir. Après tout, je ne pouvais pas rester enfermée dans ma chambre d'étudiant tous les jours. J'avais des cours à suivre, des amis à fréquenter et des fêtes auxquelles je voulais aller avant la fin du semestre. Cette nuit-là, je n'ai pas vraiment pu dormir. En fait, je me suis sentie plus vivante à ce moment-là que pendant toute la journée. Il m'était impossible de m'endormir alors que ces milliards de pensées se bousculaient dans mon esprit. Sans surprise, toutes ces pensées étaient liées à ces fichus messages Snapchat. Finalement, je me suis endormie pendant ce qui m'a semblé être des heures à regarder l'obscurité. Le lendemain matin, je me suis réveillée fatiguée et pas de très bonne humeur. J'ai vérifié mon téléphone pour voir l'heure. Il était 12 heures de l'après-midi. Par habitude, j'ai également vérifié Snapchat pour voir si j'avais reçu de nouveaux messages. Les messages les plus récents étaient ceux de We Are One Forever. Ces messages ont pris toute la place sur mon Snapchat. Il devait y en avoir presque 50 qu'elle m'avait envoyés. Et rien qu'en voyant son nom d'utilisateur, mon cœur tremblait de curiosité morbide. Avant d'ouvrir les messages, j'ai tout de suite remarqué que quelque chose clochait. Elle m'envoyait des vidéos dans les Snapchats les plus récents, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. De plus, l'heure à laquelle elle m'a envoyé ces messages remonte à environ 6 heures. J'ai extrêmement hésité à les ouvrir, mais quelque chose en moi m'a demandé de le faire. Elle devait être en train de prendre des photos de quelque chose d'autre cette nuit-là. J'étais au lit pendant tout ce temps. Cependant, dès que j'ai ouvert son premier message, je n'en croyais pas mes yeux. Et j'ai même pensé pendant une seconde que je devenais fou. J'ai eu envie de crier immédiatement. J'ai regretté ma décision d'avoir ouvert ce message. Rien que d'y penser, j'en avais des frissons. Au début, je n'arrivais pas à distinguer l'image. Il semblait sombre, mais elle avait dû activer l'option flash, car une lumière vive éclairait le sujet de la photo. Et même si la photo n'a duré qu'une seconde, j'ai pu distinguer ce que c'était sur la 2e et la 3e photo. Et sur la 20e, mes yeux ont confirmé qu'il s'agissait d'une personne, allongée dans le lit. Mon cœur battait à une vitesse déconcertante. Ce furent les secondes les plus horribles de ma vie. À mesure que j'ouvrais ces messages, c'étaient les mêmes photos de quelqu'un qui dormait. Les messages les plus récents devenaient des vues de plus en plus rapprochées de la personne. Plus elles étaient proches, plus elles confirmaient mes craintes concernant la personne sur la photo. Et les vidéos. Oh mon Dieu, les putains de vidéos. Il n'avait peut-être que 5 vidéos, mais elles montraient des gros plans inconfortables du visage de cette personne et de la lampe torche allumée. Et puis il y avait ce bruit de fond silencieux typique. Et mon propre visage endormi. Cela m'a brisé. Et j'ai immédiatement appelé le service de police de mon université. Je leur ai dit que quelqu'un s'était introduit dans ma chambre la nuit dernière et que j'étais harcelée par quelqu'un que je ne connaissais pas, qui m'envoyait également des photos de moi. J'ai essayé d'expliquer tout ce que je pouvais, mais ils ne comprenaient même pas ce que je disais, parce que j'avais l'air d'être dans tous mes états. Ils sont venus vérifier mon dortoir, observer toute effraction qui aurait pu avoir lieu, et ont même interrogé mon colocataire pendant 1 heure. Je leur ai montré mon Snapchat pour prouver les multiples messages que la personne m'envoyait. Malheureusement, ils n'ont pas pu les récupérer et voir les photos réelles. J'en ai parlé à mes parents 1 semaine plus tard. Ils voulaient venir me chercher dès que possible, même si les examens finaux approchaient. Une fois l'opération terminée, je suis rentrée chez moi, et les messages ont cessé pendant un certain temps. Et je n'ai plus rien vu de We Are One Forever pendant le 2e semestre de l'université. La police tente toujours de découvrir l'auteur du crime, et essaie actuellement de contacter les créateurs de Snapchat pour récupérer ces photos terrifiantes. À cette époque, ma vie reprenait son cours normal. Et oui, j'utilisais toujours Snapchat pour le plaisir innocent de la chose. Les derniers jours du semestre sont devenus une histoire différente. C'était un vendredi comme les autres, et j'étais seule à la maison, à regarder la télévision et à grignoter. Je venais de terminer mes derniers examens. Alors que je me soignais après tout le stress de l'université, et surtout de cette situation légèrement traumatisante, mais tout a changé lorsque mon téléphone s'est mis à vibrer. Une vague de vertige s'est emparée de moi alors que je lisais ce qui était sur l'écran.
We Are One Forever t'a envoyé un message. J'étais en conflit avec ce que je devais faire à ce moment-là. Et peut-être que je n'aurais pas dû ouvrir le message. Peut-être que j'aurais dû simplement supprimer Snapchat de mon téléphone et m'épargner cette peine. Parce que lorsque j'ai ouvert le message, j'ai été clairement confrontée à l'image de ma maison en plein jour. Pas seulement ma maison entière, mais spécifiquement la vue de la fenêtre de la cuisine. L'image n'a duré que 5 secondes et elle était difficile à voir en raison de sa qualité granuleuse. Pourtant, c'était suffisamment visible pour que je me voie assis à table, mangeant mes céréales le matin, regardant par la fenêtre, ce dont je me souvenais être particulièrement rien du tout. Et c'est le dernier message que j'ai reçu. Voici donc les événements qui se sont déroulés au cours des 2 dernières heures, environ, ainsi qu'un petit historique expliquant pourquoi tout cela me fait si peur. Mon partenaire et moi avons récemment emménagé dans la maison de mon enfance, chez mes parents, pendant que notre propre maison est en cours de construction, afin d'économiser de l'argent et de ne pas avoir à déménager immédiatement de notre location lorsqu'elle sera terminée. Mes parents possédaient 3 oiseaux indigènes australiens, et plus tôt dans la soirée, je mettais à jour ma story Snapchat pour les montrer à mes amis, car beaucoup d'entre eux demandaient toujours comment s'appellent les oiseaux et à quoi ils ressemblent. J'ai pris 3 vidéos Snapchat, l'une après l'autre, et je l'ai simplement mise dans ma story, sans me soucier des reprises ou de mon apparence. Alors pardonnez-moi pour les téléchargements. Quoi qu'il en soit, environ 50 minutes après les avoir téléchargés, j'ai reçu un message SMS d'un de mes bons, mais pas grands amis, qui disait « Vous êtes des bêtes à barbe, ces oiseaux sont fous. Au fait, c'est quoi ce bordel dans ta fenêtre derrière toi sur la dernière photo ?» Je n'avais aucune idée de ce qu'il voulait dire. Alors je suis allée voir mes propres Snapchat Stories plusieurs fois. Au 3e ou 4e visionnage, j'ai vu ce dont il parlait, et mon estomac s'est enfoncé. J'ai presque commencé à avoir une crise de panique, et je suis encore très secouée. Je sauvegarde immédiatement les vidéos de ma story et les mets sur mon ordinateur pour les voir en plus grand. Dans la dernière vidéo Snapchat que j'ai envoyée, on dirait que quelqu'un est à la porte et regarde à l'intérieur, les mains posées sur la porte. C'est difficile à dire, parce que les vidéos Snapchat sont de très mauvaise qualité, et la porte n'est dans le cadre que pendant probablement 1 seconde. Ce qui est dans la 3e vidéo Snapchat n'était certainement pas dans la première vidéo, quand les portes étaient bien visibles. J'étais la seule personne à la maison à ce moment-là, et cette porte particulière mène à l'arrière-cour, qui n'est accessible que par un seul portail verrouillé. Voici les 3 vidéos que j'ai sauvegardées de mon histoire. Le premier des petits oiseaux de mes parents est ce petit gars. C'est le petit Léo, c'est un cockatiel. Le deuxième petit oiseau de mes parents est un loriquet arc-en-ciel. Il s'appelle Olivier, et il est là. Et me voilà avec mon bon petit compagnon, Puffin. Pour expliquer pourquoi tout cela me fait si peur, je dois rapidement parler de mon enfance et de mon adolescence, jusqu'à ce que je déménage avec mon partenaire à 18 ans. De l'âge de 8 à 10 ans, j'ai eu 1 ou 2 fois par mois des épisodes de paralysie du sommeil, où j'avais l'impression qu'un poids était assis sur ma poitrine et que je ne pouvais pas respirer pendant environ 40 secondes. À un moment donné, cela a provoqué de l'insomnie et de l'anxiété à l'heure du coucher. Comme je redoutais de me sentir impuissante, j'ai fini par consulter un psychologue pour enfants. Et que ce soit ou non la raison, les épisodes ont en grande disparu 1 ou 2 fois par an jusqu'à l'âge de 13 ans. À l'âge de 12 ou 13 ans sans raison apparente, j'ai commencé à avoir des épisodes chroniques presque toutes les nuits, qui duraient de quelques minutes à quelques dizaines de minutes à la fois. Pendant ces épisodes, je pouvais respirer, mais je ne pouvais pas bouger. Le pire dans ces épisodes, cependant, c'est que j'avais l'impression que quelque chose était dans la pièce avec moi, et ne me voulait aucun mal. C'est fréquent chez les personnes qui font l'expérience de la paralysie du sommeil. Vers l'âge de 14 ans, les choses ont vraiment changé. Et j'ai commencé à entendre et voir des choses pendant environ 1 épisode sur 10. C'est aussi assez courant chez les personnes qui font l'expérience de la paralysie du sommeil. Les choses que j'entendais n'étaient jamais trop folles ou exagérées, et n'étaient généralement que des bruits sourds et des craquements. Cependant, lorsqu'il s'agissait de voir des choses, il y avait toujours une chose récurrente. Une personne sans visage qui regardait par la fenêtre de ma chambre, les mains collées à la vitre, pendant un épisode d'1 à 10 minutes. Cette personne se tenait juste là et me regardait. À la fin de l'épisode, la personne disparaissait. Pendant 4 ans, cela s'est produit assez régulièrement, mais je me suis toujours sentie totalement impuissante et terrifiée. Je m'y suis presque jamais habituée. Lorsque j'ai déménagé à l'âge de 18 ans, je n'ai plus jamais eu d'épisode où j'ai vu quelque chose. J'ai maintenant 26 ans, et j'ai très occasionnellement, 1 fois par an, des petits épisodes de moins de 30 secondes, mais seulement ceux où je me sens la poitrine lourde. Pour résumer une très longue histoire, ce qui se trouve dans ma vidéo Snapchat ressemble presque à 100% à ce que je voyais lorsque j'étais adolescent, pendant mes épisodes de paralysie du sommeil. Et cela m'a rendu nerveux toute la nuit. Pour moi, ça ressemble un peu à un visage sur la vitre et 2 mains de chaque côté. Ça m'a foutu la trouille. Qu'est-ce que vous en pensez ?